Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Critique, un déficit de plus de 40 millions d'euros. La préfecture envisage une mise sous tutelle du syndicat mixte. Le président du SMGEAG, Ferdi Louisi, dénonce la gestion précédente entre une comptabilité opaque, des comptes dissimulés, une surfacturation. L'objectif affiché aujourd'hui, sauver ce service public vital. Regardons tout de suite les explications d'Olivier Félix. Ça fait plusieurs mois et je l'ai annoncé dès ma prise de fonction en décembre 2024 que le déficit devrait se situer autour de 40 millions d'euros, ce qui nous a fait demander à la fois à l'État 20 millions d'euros, à la région 10 millions, au département 10 millions. L'État nous a donné 18 millions d'euros dans le cadre du contrat d'accompagnement renforcé. La région nous a promis 50 000 euros sur les 10 millions qui ont été demandés et le département 120 000 euros sur les 10 millions qui ont été demandés. Alors forcément, si vous avez 40 millions de besoins et 18 millions plus 120 000 euros plus 50 000 euros, ça ne fait pas 40 millions. Le résultat, il est là aujourd'hui. On est dans une situation catastrophique et je n'appelle pas à la responsabilité des élus ou des Guadeloupéens, j'en appelle à la responsabilité des Guadeloupéens. On va être placé sous la tutelle de la honte et je trouve cela dommage, vraiment dommage, qu'à une époque où nous sommes en train de parler de congrès et d'évolution institutionnelle, que nous soyons arrivés à cette situation-là. Le SMGEAG, de par la loi, conservera sa compétence. Simplement, ce sera le préfet qui va arrêter le budget. C'est la Chambre régionale des comptes qui va donner des recommandations au préfet pour arrêter le budget du SMGEAG. Et on verra les conséquences. Je trouve ça inexplicable, intolérable, injustifiable que pendant des années, on ait caché une telle situation. Alors, je considère qu'à la limite, qu'on a masqué les comptes. Il y a eu des erreurs comptables graves qui ont été commises. Il y a eu aussi une gabegie, une inflation à la charge. Chacun prenait ses propres intérêts et tout ça, ça doit changer. Ce que j'ai fait comme appel aujourd'hui dans le cadre de ce comité syndical et en votant le budget supplémentaire en déficit, c'est de demander aux élus que nous prenions tous nos responsabilités et qu'on se mette au travail réellement aujourd'hui pour redresser la situation de ce syndicat. Aujourd'hui, il ne faut pas voir qui je suis, il faut surtout voir quel est l'intérêt collectif. Et ce que j'ai bien compris ces derniers temps, c'est que chacun cherchait à préserver ses propres intérêts. Nous avons déjà adressé un courrier au syndicat demandant la révision intégrale de l'accord de substitution de l'accord d'entreprise qui est très très défavorable au SMGEAG. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, que tout le monde rentre dans une démarche de redressement. Nous avons également sollicité les EPCI à travers ce comité syndical en leur disant que le montant qui a été emmené au départ de 19,25 millions d'euros, c'était insuffisant parce que c'est l'État qui a bouché le trou pendant 3 ans. Aujourd'hui, il faut que les Guadeloupéens prennent leurs responsabilités. Lorsque vous avez 105 millions d'euros de factures impayées sur un syndicat, cela n'est pas normal. Les collectivités publiques, il a été dit par l'agent comptable, payent. Ce sont les bons payeurs. Il faut maintenant que les particuliers rentrent dans la démarche. Il faut aussi que les entreprises rentrent dans la démarche. C'est pas parce qu'il y a une loi qui protège, qui dit qu'il ne faut pas couper l'eau, qu'on ne peut pas couper l'eau, qui est une loi sociale, qui est une loi humaine, qu'on doit exagérer et dire qu'on ne peut pas payer l'eau. Je l'ai dit également, il y a des travaux importants qui doivent être réalisés, mais nous ferons aussi la chasse à ceux qui ont des branchements illicites, qui reçoivent de l'eau, qui n'ont pas de compteur, qui n'ont pas d'abonnement. Tout le monde devra mettre la main, non pas à la poche, mais payer le service qui est rendu pour qu'on puisse avoir une eau en quantité et en qualité et que nous puissions réaliser ce vaste chantier, ce vaste plan Marshall de réparation des canalisations, de réparation des fuites, de changement des compteurs, de réhabilitation des unités de production d'eau potable et surtout un point important, un travail très très lourd à faire pour remettre à niveau l'assainissement en Guadeloupe.
Et la rédaction de Canal 10 a déjà adressé plusieurs invitations au président Louisi. Nous espérons qu'il acceptera de venir sur notre plateau afin de mieux comprendre ce dossier du SMGEAG. Et dans la continuité, un rapport officiel vient enfoncer le clou. La Chambre régionale des comptes dresse un constat sans appel. Malgré les aides de l'État, le SMGEAG reste dans une impasse budgétaire avec un déficit évalué à 37 millions d'euros. Pierre Grimaud, président de la Chambre régionale des comptes Antilles-Guyane, nous en dit plus au micro de Maxime Morel. La Chambre régionale des comptes a rendu un rapport sur le SMGEAG, sur la question de l'eau potable et sur laquelle elle s'interroge effectivement sur la situation de ce syndicat. Elle note d'abord en premier lieu qu'il hérite d'une situation très conflictuelle et compliquée. Donc il cristallise un petit peu l'histoire de la Guadeloupe avec son eau. Et donc c'est pour lui difficile aujourd'hui de faire en peu de temps, sur les 4 années sur lesquelles on a travaillé, de faire en sorte d'y remédier directement. La Chambre a noté un certain nombre de choses qu'il faudrait améliorer. La situation financière, qui est quand même très problématique, malgré les aides importantes de la part de l'État principalement. Et on se retrouve avec un déficit de 37 millions en autofinancement. La question de la situation des charges de personnel, c'est ça qui paraît effectivement le plus important sur la situation financière de l'organisme, puisqu'on est à 45% des produits de fonctionnement qui sont grevés par des charges de personnel, ce qui est très important sur un service industriel et commercial où normalement les recettes doivent payer les charges. À ce rythme, parce qu'il faudra encore 10 ans pour avoir un parc neuf de compteurs. Parallèlement, pour pouvoir avoir un taux de rendement du syndicat le plus optimal possible, il faut aussi renouveler les conduites. Au rythme soutenu de 15 km par an, il faudrait 208 ans pour renouveler l'ensemble du système. La Chambre, pour elle, il faudrait que le syndicat arrive à faire des économies de charges de personnel, donc des départs à la retraite anticipés ou pas, en tout cas une réflexion qui doit être passée par ça, puisque à l'origine le syndicat s'était posé comme question de savoir s'il ne devait pas réduire ses effectifs de 150 personnes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les effectifs augmentent, donc il faut, la question est de se mettre en accord avec les paroles et donc arriver à cette baisse de personnel. Il y a aussi une montée en compétence du personnel à mettre en place pour éviter d'avoir recours à des intérimaires ou à des prestataires extérieurs, et on arrive à avoir des doublons et donc qui coûtent plus cher au syndicat. La situation est en train, je pense que la direction a pris connaissance et en tout cas veut faire face à la situation. Le rapport de la Chambre doit l'y aider, puisque c'est effectivement avec un certain nombre de recommandations pour faire en sorte d'en sortir, et surtout pour pouvoir asseoir cette stratégie, il faut que le syndicat adopte et intègre un plan stratégique d'action qui n'est pas encore adopté, mais qui est en train d'être travaillé. Et cap maintenant sur un secteur qui avance, lui, dans le sens de la modernité. Avec 3 nouveaux portiques, le Grand Port Maritime de Guadeloupe affiche ses ambitions, augmenter la capacité de manutention et se positionner comme un hub régional de référence. Un reportage signé Charlie Dagonia. C'est les voir arriver aujourd'hui. Ces portiques sont partis il y a 15 jours en Hollande et arrivent aujourd'hui ici. C'est 3 pour la Guadeloupe, la Martinique, je crois que c'est 2. C'est un investissement de 7,2 millions pour moderniser notre port. Aujourd'hui, nous savons tous qu'il va y avoir de très gros bateaux plus lourds qui arriveront ici avec des milliers de conteneurs. Donc on doit être à l'heure. Sinon, il y aura des bateaux qui vont fuir. Normalement, ils vont être déchargés à partir de la fin de la semaine. Ça devrait prendre une semaine. Et après, il y a ce qu'on appelle les opérations de mise en service. Le premier portique devrait être opérationnel sous 1 mois. Et les 2 autres devraient suivre. Et fin du mois d'août, début septembre, on devrait les avoir les 3 en service. Nous avons de gros chantiers. C'est 23 millions que la région investit avec des fonds européens aussi sur ce port. Et plus de 25 millions pour la modernisation, l'élargissement effectivement des quais. Donc vraiment, nous sommes très très contents aujourd'hui de recevoir ces 3 portiques et cela va aussi créer quelques emplois supplémentaires pour les Guadeloupéens. Ces portiques auront une capacité de manutentionner 2 containers simultanément. Ils sont aussi plus économes en énergie, comme c'est d'une configuration bien plus nouvelle, ils sont moins consommateurs que les anciens.
anciens. Donc tout ça doit nous permettre d'accueillir les nouveaux navires prévus à horizon septembre, voire janvier 2026. Et place maintenant au Traditour 2025, une édition qui s'annonce exceptionnelle. Pour la première fois, le départ se fera depuis l'île de la Dominique, avec la participation de skippers ayant fait la route du Rhum. 7 équipages également 100% féminins, 14 étapes et 15 nouveaux bateaux au programme. Un événement qui gagne en dimension internationale. Regardons tout de suite les précisions avec Solène Fèvre. C'est un tradition qui se veut exceptionnel. Ça, on saura le mesurer le 13 juillet à Sainte-Anne. En tout cas, les ingrédients sont mis, sauf contrariété météorologique. J'espère que toutes les étapes vont se jouer, y compris celles qui sont les plus redoutées dans le nord et dans l'est de notre archipel. Mais pour autant, c'est un programme qui n'a jamais été aussi riche. Il y a 14 courses qui seront courues, un prologue et 13 étapes. Un départ inédit, on l'a suffisamment dit à la Dominique, qui a valeur de symbole. On pose ça plus comme un acte politique que comme un acte sportif, parce que en soi, la course n'est pas forcément des plus compliquées. On a déjà fait plus difficile dans le passé, mais pour autant, il y aura 12 autres étapes qui vont attendre par la suite, jusqu'au dimanche d'après. Et il ne faudra pas se louper, il ne faudra pas se faire d'erreur. Et il faudra savoir ménager ses forces et pourtant être tous les jours à l'offensive. Ça risque d'être passionnant cette affaire-là et j'espère que chacun trouvera de la satisfaction à ne serait-ce qu'arriver à Sainte-Anne. C'est non seulement une belle compétition, mais c'est aussi une compétition porteuse de tellement de valeurs, avec tellement de résonance sur les politiques publiques que nous mettons en place, que nous pouvons qu'encourager. D'ailleurs, nous structurons, nous confortons la NASA, nous confortons notre accompagnement au Traditour. Et ça nous donne raison d'avoir très tôt mis des grands événements comme celui-là, en exergue pour que le Guadeloupéen puisse regarder la mer. La Riviera, depuis comme 3 ans, accompagne une équipe exclusivement féminine. Donc nous, là aussi, Girls, c'est leur nom, qui porteront l'effigie Carl, comme ils ont pu le faire l'année dernière et l'année d'avant également. Et nous continuons à le faire parce que nous voulons être aussi, comme la Carl est depuis quelques années, être peut-être le PCI qui va changer les choses et qui va apporter une touche nouvelle, un record qui sera peut-être imbattable par beaucoup de personnes, mais en tout cas, nous voulons vraiment nous imprégner de cette manifestation sportive. Je le redis, je ne veux pas cantonner ces équipages féminins-là uniquement dans un classement entre filles où on s'observe. J'espère bien qu'elles prendront part à la bataille au même titre que tous les autres canaux et que celles-ci sauront défendre leur chance, non pas simplement pour être la première, j'allais dire, briller au classement féminin, puisqu'il existe, mais briller dans ce Traditour en essayant de mettre le maximum de canaux derrière soi. C'est ça la course à voile, essayer de mettre le maximum de canaux derrière soi. Et du large au banc de l'université, l'ouverture continue. Unicoast, c'est le nom de cette nouvelle alliance entre 12 universités européennes et l'Université des Antilles. Un projet ambitieux pour favoriser la mobilité des étudiants et les échanges entre les enseignants. C'est Maxime Morel qui nous en dit plus. Le projet d'Alliance Unicoast, c'est un projet ambitieux qui associe 12 universités européennes et un partenaire associé qui sont les îles Féroé. Et c'est le projet, à terme, c'est pour créer une université des ports, des zones maritimes, et des zones insulaires et des zones côtières autour de l'Europe. C'est important parce que en ce niveau européen, c'est très important d'avoir tous les territoires européens au bord, et spécialement l'Université des Antilles qui a un rôle très spécial. Énormément de bénéfices, déjà de la mobilité qui va s'installer au fur et à mesure des années entre les différents pays. Donc nos étudiants pourront partir, on pourra aussi recevoir des étudiants donc européens ici en Guadeloupe mais aussi en Martinique. Et puis des rencontres et des projets de recherche communs, des formations communes. Avec Unicoast, nous avons la possibilité en fait de mettre en pratique et de concrétiser cette volonté de faire de notre université un lieu monde. Et comme vous le voyez ici, c'est un carrefour de culture où nos spécificités culturelles à nous sont en contact avec les spécificités culturelles d'autres régions. Donc c'est un croisement de culture et qui nous permet aussi de montrer notre excellence académique, parce que c'est important, et de travailler sur nos spécificités locales, nos spécificités territoriales, apporter de la plus-value dans un projet à dimension européenne. Nous travaillons aussi pour offrir à nos étudiants, à nos enseignants, à nos chercheurs et à notre communauté ces possibilités de s'ouvrir vers le monde, mais aussi d'accueillir le monde.
Et retour maintenant sur la colère qui monte dans les officines. Le syndicat des pharmaciens dénonce un projet de loi qui pourrait entraîner la fermeture de 800 pharmacies en France d'ici un an. Pour se faire entendre, ils suspendent les gardes, alertant sur les conséquences pour les patients. Reprenons tout de suite les explications avec Solène Fèvre. En métropole, c'est vraiment tous les professionnels de santé qui se sont mobilisés. Mais nous, pharmaciens, on touche encore à notre marge, alors que c'est cette marge qui permet d'assumer nos charges, de payer nos employés. Et voilà, donc en fait, encore une fois, la pharmacie est touchée par le gouvernement, alors qu'on fait beaucoup d'efforts, le nombre de missions a augmenté. On essaye d'avoir un réseau officinal qui est vraiment le mieux organisé possible. Chaque patient peut trouver une pharmacie à proximité. Mais là, si c'est le cas, si ce texte passe, il y a des pharmacies qui vont fermer. En 10 ans, il y a déjà 2000 pharmacies qui ont fermé en France. Et là, on prévoit, si vraiment le texte passe, une fermeture de 800 pharmacies au national pour une année, pendant une année. Donc ça va être vraiment très très compliqué, sachant qu'il y aura aussi des licenciements de nos employés, sachant que la moyenne, une pharmacie en général emploie 7 employés. Donc vraiment, ça sera catastrophique économiquement pour nous, mais aussi pour notre personnel. Et pour la population, bien sûr, effectivement, puisque les pharmacies fermant, la population n'aura pas son pharmacien de proximité. Et donc, ça sera compliqué pour tout le monde. Pour l'instant, nous faisons la grève des gardes. Donc, ça veut dire que nous n'assumons plus notre service de garde obligatoire, sachant que le préfet va quand même nous réquisitionner. Donc, on va assumer les gardes. Là, le patient, c'est quand même notre cœur de métier. On est autour du patient, donc on va faire les gardes. Mais du coup, ça sera le préfet à réquisitionner des pharmacies dans un premier temps. Et puis, si c'est maintenu, on sera obligé de fermer. On aura des jours de fermeture. Mais pour l'instant, en Guadeloupe en tout cas, c'est la grève des gardes. Et cap maintenant sur une initiative en faveur de l'emploi. Trois-Rivières et France Travail signent un partenariat pour accompagner les demandeurs d'emploi. L'objectif, renforcer l'insertion et offrir de nouvelles perspectives aux Trois-Riviériens. Regardons ce reportage signé Olivier Félix. Nous avons signé ces 2 conventions avec France Travail. Donc la première qui concerne la ville par rapport à cet accompagnement du secteur économique. Donc bien accompagner les entreprises, bien accompagner aussi les demandeurs d'emploi de manière à ce que France Travail puisse leur permettre de trouver des possibilités directement sur notre territoire, mais aussi accompagner la ville dans tout ce qui concerne les job dating et aussi un accompagnement très renforcé pour la ville, mais aussi pour les entreprises. C'est fondamental parce que c'est vrai que pour nous, pour l'insertion des demandeurs d'emploi, il faut qu'on puisse être au plus proche du territoire et que surtout qu'on puisse former les demandeurs d'emploi, parce que le but, c'est pas de former, mais il faut que ça puisse répondre aux besoins du territoire. Donc, c'est pour ça que ça nous semble fondamental de nous rapprocher des municipalités, des communes, pouvoir signer des conventions de partenariat pour qu'on puisse travailler ensemble, puisque c'est eux qui savent justement quelles sont les entreprises, quels sont les acteurs qui vont s'installer sur leur territoire, et nous, pour nous permettre de former et pour pouvoir répondre à la demande. S'agissant du CCAS, il était important pour nous, dans le cadre de cette convention, rappeler ce principe de la proximité, c'est permettre à ce que France Travail soit aussi directement en action sur le territoire de Trois-Rivières pour qu'il y ait cette facilité déjà dans l'information, mais aussi cette facilité pour que les demandeurs d'emploi trois-riviériens puissent pouvoir, ceux et celles qui ont des difficultés de déplacement, puissent pouvoir trouver une réponse au plus près de leur domicile. Donc voilà en fait tout ce que nous avons pu réaliser de bien aujourd'hui avec la présence des élus et des collaborateurs de la ville. On sait bien que souvent dans les territoires, on a des problèmes de mobilité de façon générale, de toute manière sur la Guadeloupe. Donc le but, c'est d'être au plus près du territoire. Donc notre agence est située à Cap-Esther-Bello. On gère les communes de Cap-Esther et de Trois-Rivières. Donc ça nous semblait important de pouvoir faire une permanence une fois dans le mois pour les Trois-Riviériens qui ont du mal à se déplacer pour qu'ils puissent bénéficier de la même offre de service. Et un autre pas maintenant vers un avenir plus durable, Ecodec signe un contrat majeur pour moderniser ses installations de tri, de traitement et de recyclage sur notre territoire. Un investissement clé pour une Guadeloupe plus verte. Regardons tout de suite les détails avec Maxime Morel. On accompagne en fait toutes les collectivités françaises à se moderniser, à faire l'extension des consignes de tri. On a fait l'Hexagone il y a 3 ans, donc globalement jusqu'en 2023. Là, l'objectif, c'est qu'on avait 3 ans de plus pour faire l'ensemble des Outre-mer. Donc, on accompagne tous les territoires ultramarins. Alors, c'est vrai que pour
c'est Codec et la Guadeloupe qui sont les premiers à faire cette modernisation. Mais par la suite, il y aura bien évidemment toutes les Caraïbes, que ce soit la Guyane, que ce soit la Martinique, que la Réunion. L'objectif premier, c'est vraiment de pouvoir passer à l'extension de tri sur le territoire de la Guadeloupe. Donc de pouvoir, en plus des matières qu'on collectait actuellement, pouvoir rajouter toutes les barquettes plastiques, les films, les tétrapacks, etc. Donc c'est vraiment d'améliorer la qualité du recyclage. J'espère que ça va rendre les consignes de tri beaucoup plus claires et plus simples pour tout le monde, pour qu'on puisse en fait arriver à une qualité de tri comparable à ce qu'on peut trouver partout en Hexagone. L'objectif, c'est d'ici l'année prochaine, c'est que tous ces centres de tri, tous ces départements ultramarins puissent se moderniser pour que, en fait, que ce soit territoire ultramarin ou pas, l'ensemble des habitants français puissent faire cette extension des consignes de tri. Et nous terminons avec un pas important dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Désormais, les femmes victimes de violences pourront déposer plainte directement à l'hôpital lors de leur prise en charge. Un protocole essentiel qui rapproche les services de soins et la justice. Tout de suite, des éléments de compréhension avec Loïs Ignace. Tout se met en place, donc la justice est saisie, les services d'enquête vont se déplacer, le plus souvent c'est le commissariat qui va se déplacer même dans la chambre d'hôpital pour prendre la plainte. Souvent l'hospitalisation dure un certain temps, le temps que derrière il y ait aussi les ISCG, donc les intervenantes sociales en commissariat et en gendarmerie qui vont intervenir pour travailler avec une solution d'hébergement avec la victime. Alors le plus souvent le principe c'est l'éviction du conjoint violent, c'est-à-dire que la victime retourne dans son domicile et on évince ce conjoint violent. Sauf que, en fait, cette solution, elle doit être travaillée avec la victime, parce que la victime, elle n'a pas forcément envie que ça soit, elle préfère parfois partir avec ses enfants. Et donc, c'est tout ça qu'il faut travailler avec l'intervenante sociale pour justement pouvoir trouver une solution d'hébergement dès la sortie de l'hôpital. Et la plainte continuera à être traitée. C'est juste la prise de plainte qui aura lieu à l'hôpital. La victime est hospitalisée. Elle ne peut pas se déplacer. Elle est dans l'incapacité de se déplacer, mais il faut absolument qu'elle dépose plainte. Ça peut être dans ce cadre-là ou bien parce que les soignants ont détecté qu'il y avait cette notion d'emprise et que soit ils font un signalement à la justice pour dire, là on pense qu'elle n'ose pas déposer plainte mais il faut venir la voir, et à ce moment-là les services d'enquête peuvent se déplacer à l'hôpital, ou bien c'est elle qui dit aux soignants là il faut vraiment que je dépose plainte. Elle peut avoir le visage tuméfié ou être vraiment avec des séquelles très importantes qui l'empêchent de se déplacer dans les services d'enquête, mais pour ne pas ralentir l'enquête, les enquêteurs vont venir dans sa chambre d'hôpital pour prendre sa plainte. Ça accélère le protocole habituel parce que, déjà, les services d'enquête le faisaient pour les faits les plus graves, mais maintenant, ça pourrait être peut-être plus systématique. C'est-à-dire, dès lors qu'une victime ne peut pas se déplacer, donc plutôt que d'attendre qu'elle soit en état d'aller au commissariat, les soignants ou elle-même pourra contacter les enquêteurs qui se déplaceront pour prendre sa plainte dès le stade de l'hôpital, et ça accélérera finalement le traitement de sa plainte. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.